J'ai la vidéo d'Ambros sur pourquoi l'humiliation est devenue un divertissement. Je sens qu'il va m'énerver et ça va me divertir. Adam. Non mais là c'est pour parler de JP Portmanov quoi. C'est pour parler du divertissement. Nanana. En fait, paix à son âme, paix à JP Portmanov. Mais j'en peux plus. J'en peux plus des gens qui se découvrent une conscience de classe, qui se découvrent une empathie fondamentale pour les mecs comme JP. Enfin, c'est vraiment genre, c'est trop facile, ça m'énerve. On va mater le Adam Bros. Depuis des décennies, la télévision nous propose un spectacle étrange. Dans les jeux, dans les talk-shows, dans les téléréalités, où de vraies personnes, souvent vulnérables, sont rabaissées, moqué, et tout ça sous les applaudissements. Cette mécanique de la honte est devenue une norme, une routine divertissante. Comme d'habitude, hein, Adam Bros aime bien enculer des mouches. L'humiliation est devenue un divertissement. Quid de la fama au Moyen-Âge. En fait, j'ai juste l'impression qu'on revient un peu en arrière plus qu'autre chose, quoi. Enfin, ça a toujours existé. Les logiques d'honneur et les logiques d'infamie. La fama, la réputation. Comment détruire une réputation par l'humiliation publique. Et tout ça est un bon divertissement, bien sûr. Pourtant, les conséquences sont souvent désastreuses pour les personnes qui les subissent. Et à cette occasion, je suis même allé interroger l'un d'entre eux à ce sujet. Quand je vois le résultat, désolé d'être cru, j'ai envie de me flinguer. C'est qui ce gars? Pourquoi on continue à regarder? Le fameux pilori, c'est pas ça. Bah, ayant lu le bouquin, c'est beaucoup de choses, le pilori. C'est spécial quand même. Le pilori, en fait, regarde, là où c'est incroyable, Bamban, c'est qu'à la base, c'est en gros, si vous voyez pas ce qu'est un pilori, c'est un pylône sur lequel on attachait les gens et en gros, on leur jette du caca, on leur jette des aliments. Et en fait, c'est une peine, c'est littéralement une peine qui est prononcée contre un individu par une juridiction. Et la peine, c'est d'être humilié en place publique en lui jetant des choses à la gueule ou alors en lui faisant certaines sévices et tout ça. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup de violence. C'est vraiment de l'humiliation. Et le but, c'est de détruire la réputation de quelqu'un. C'est que toute la ville, tout le village se rappellera toute sa vie qu'un jour, Jean-Michel, il s'est fait attacher là et on lui a jeté du caca à la gueule. C'est vraiment le but, c'est que les gens le retiennent, tu vois. C'est une peine sociale. C'est un peu un genre de cancel. C'est un genre un cancel moyenâgeux. C'est qu'on t'attache sur un truc et tout le monde le saura pour le restant de tes jours. Voilà, en gros. Et qu'est-ce que j'allais dire mais après, là où c'est un peu fascinant, le pilori, par exemple, c'est que vu que le pilori était un outil qui permettrait à un seigneur local d'asseoir son autorité juridique, parce que c'est lui, c'est le seigneur local et ses sbires qui rendaient justice, et ben en fait, quand un seigneur souhaitait étendre son territoire, pour montrer qu'il a envie de s'installer là, qu'est-ce qu'il fait? Il plante un pilori. Et ça, c'est fou. Ça veut dire que à la base, c'est un outil judiciaire, et puis ensuite, c'est devenu le symbole même de la justice, au point que des seigneurs qui se déplacent et qui essayent d'annexer d'autres territoires plantent des piloris pour montrer qu'ils vont s'installer. Et pour montrer que désormais, il y a juridiction sur ce territoire. Tu vois, c'est intéressant, je trouve. La télé a depuis longtemps intégré un genre fondé sur l'humiliation et la dérision, conçu non pas pour rire avec, mais aux dépens de ceux qui y participent. Un des pionniers du genre aux États-Unis s'appelle Jerry Springer. En 1991, il lance le Jerry Springer Show, un talk show d'abord prévu pour parler de politique, mais qui change rapidement d'angle. Très vite, l'émission prend un tournant trash, n'hésitant pas Ça a l'air incroyable. à évoquer des sujets comme le racisme, la prostitution ou l'adultère. Le concept est simple, le présentateur invite des individus lambda pour régler un problème ou un conflit devant un public, ce qui a parfois mené à des dérapages et des humiliations publiques. Après, moi, les gens, peut-être que j'ai le cerveau fucked up, hein, mais si j'avais de la thune, une émission comme ça, je serais trop heureuse de l'animer. Je serais trop heureuse. Mon émission à la télé, le Moufette Show, où je ramène que des fous du bus et ils s'engueulent. Et je les calme. Arrête, laisse-le parler, arrête. Et ils s'engueulent sur des sujets. Le débat conversano-soral, j'aurais fait ça. Mais imagine tous les débats qu'on n'a pas eu et qu'on aurait pu faire. Genre le débat Pirorca-Avner. Ou alors, je sais pas moi, le débat... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un débat genre Bassem-Marion Séclin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il y a tellement de choses à faire, c'est incroyable. Sardoche versus Ponce, de fou. Oh, Sardoche-Ponce. Sardoche versus Dany. Non, ça serait pas le truc du siècle. C'est vraiment sadique. Oui, c'est de la télétrash. Kameto versus Prime, mais oui! Ah oui, tout de suite, l'invitation, elle partait dès le début, dès l'article, dès le drama. Kameto, Prime, vous êtes conviés au Moufette Show. Youssef contre n'importe qui. Youssef contre Edoui Plenel. Moufette Show, Youssef et Edoui Plenel. Mais il y aurait tellement d'idées à faire pour rendre les débats encore plus divertissants. Par exemple, quand les deux interlocuteurs arrivent pas à se mettre d'accord, comme si c'était des dresseurs Pokémon, ils ont des potes à eux.
Ils ont des potes à eux, ils ont un roster, genre il y en a 3 ou 4, et il y a un ring. Et quand je vois qu'ils n'arrivent pas à se décider, je dis time, combat. Et ils envoient un de leurs potes et ils se castagnent dans un ring. Et l'argument est gagné par celui qui. Ce serait incroyable, genre le débat Usul-Papacito. Papacito, il est en mode allez, ça part. Et il lui envoie Bench and Cigar. Et là, Usul, il sort la carte maîtresse, il sort le boxeur gitan gilet jaune. Paf, je l'avais en réserve, tu t'y attendais pas, Papacito. L'espèce de Goliath qui rentre comme ça, là. Allez, je vais voir ça. Mais le cas de Touche pas à mon poste, animé par Cyril Hanouna, était évidemment emblématique. On en avait parlé sur cette chaîne, mais cette émission condensait toute la recette de la télé méchante. L'animateur provocateur, le sniper. Bah, y a pas vraiment de bons snipers. C'est qui le sniper de Cyril Hanouna? Et ils sont tous... En fait, c'est tous un peu des snipers, mais ils sont tous nuls. Baffy, il est chez Cyril Hanouna aujourd'hui. Gilles Verdez. Mais non, c'est ça... c'est le létard de Cyril Hanouna. Gilles Verdez, c'est létard. J'aimerais trop faire sniper, mais j'ai peur. on te met sur le plateau de Cyril Hanouna, j'ai peur, ou ça me vraiment au premier degré. Jeux, débats, talk show, télé-réalité, le clash est devenu un argument de vente, une mécanique du spectacle. Mais après, on est tous coupables, les gens. Parce qu'on a beau avoir les meilleures intentions du monde, je pense que personne sur ce chat, non, ou plutôt tout le monde, a déjà regardé de la télé-réalité à la con, en mode les gens se bagarrent et tout. C'est sûr. Qui a échappé à ça? Qui est Jésus? Qui n'a jamais lancé la première pierre? Moi. Ouais. En divertissement. Je vous crois pas, vous êtes des hypocrites, je vous crois pas. Aux États-Unis, on trouve des exemples concrets comme The Apprentice qui a donné une partie de sa gloire à Trump où il humiliait des apprentis entrepreneurs. Le sociologue Harold Garfinkel parle alors à ce sujet de cérémonie de dégradation, un rituel pendant lequel la victime est symboliquement réduite à une position inférieure. Isabelle D'Artagnan! Le conseil, à chaque fin d'épisode, est construit comme une cérémonie de dégradation. Les différents candidats votent pour exclure un individu, ce dernier est ensuite mis à part face à ses détracteurs. Mais est-ce que c'est pas parce qu'au fond, la dégradation, c'est le mode de justice populaire et collective de base, en fait? Peut-être que c'est aussi une vérité avec laquelle on a du mal. Mais si tu laisses des individus régler leurs problèmes entre eux, les logiques de dégradation et d'humiliation, c'est un peu ce qui revient assez vite, en fait. Quand les gens se font justice collectivement eux-mêmes, en tant que collectif, en tant que groupe, en tant que communauté, bah souvent ça passe par ça passe par la réputation des gens. Vu que c'est pas, en fait, vu que la violence légitime c'est pas l'État, c'est aussi la communauté envers ses membres. En fait, la réputation au sein de la communauté, c'est ce qui fait que t'es intégré ou pas. Et comment on détruit une réputation? Par l'humiliation publique, par le call-out quelque part, tu vois. Relier Internet, mais c'est pas que sur Internet. En fait, dès que vous êtes dans des situations où les institutions reculent et que les gens ont des logiques de justice beaucoup plus propres à leur communauté, à leur sentiment d'appartenance, bah en fait ces choses-là reviennent. En campagne, dans des petits villages de montagne, vous pensez pas que ça fonctionne comme ça? En banlieue, vous pensez pas que ça fonctionne comme ça? Il y a des logiques comme ça partout, genre si tu peux les retrouver partout, même sur un lieu de travail. Sur un lieu de travail, il y a la justice des RH, il y a la justice du patron, mais il y a aussi et surtout la justice collective des travailleurs entre eux. Qui est humilié, qui a bonne réputation ou pas, tu vois, genre. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Mais c'est pas quand les gens se font chier. Moi, c'est ça le truc que je comprends pas. Quand les gens se font chier, c'est gossip plus humiliation. Mais moi, je pense que là où on est d'élus, c'est juste que c'est un fonctionnement très humain. Genre le gossip et l'humiliation et la réputation, c'est juste un des modes de base de justice collective, de tri social. La télévision va ritualiser l'acte. En fait, ça va transformer l'humiliation en un événement acceptable, voire divertissant. C'est culturel et on fonctionne à l'exclusion. Toi, t'as l'impression que c'est propre à la culture occidentale et pas ailleurs? Pas d'accord avec toi, hein. En fait, globalement, genre, regarde, je sais pas moi, si tu vas en Ouganda et qu'il y a les logiques de qui est un sorcier, qui a jeté un sort sur qui a bonne réputation, qui ne l'a pas, qui est potentiellement l'allié d'un sorcier, qui jette des malédictions, bah c'est une autre manière de spiritualiser le tout, mais c'est les mêmes logiques. Et quand on va choper quelqu'un qu'on croit être un sorcier, je crois qu'on va pas l'humilier publiquement pour que tout le monde soit au courant, genre c'est... On peut penser à La France a un incroyable talent, dont le dispositif est conditionné pour le jugement public. Certains candidats étaient même sélectionnés dans l'unique but d'être abaissés par le jury. Et la dégradation identitaire, mais oui, mais bah, moi ça me fait que penser au truc d'Isabelle D'Artagnan. C'est que parmi les peines à la réputation, il y avait des peines, genre, bah typiquement, c'est de là d'où vient un peu le truc du bonnet d'âne. Le bonnet d'âne qu'on utilise à l'école, au Moyen-Âge, c'est un bonnet qu'on met sur sa tête, et le bonnet est censé représenter le péché. C'était un bonnet, généralement c'était un bonnet en parchemin, en papier ou en peau, et il était inscrit sur le bonnet la cause pour laquelle tu étais jugé. Mais aussi, il y avait des chapeaux
qui représentaient des éléments liés à une certaine peine. Par exemple, les usuriers, ils avaient un certain chapeau. Les gens qui ont fait de l'adultère, ils avaient un certain chapeau. Voire même les peines d'adultère, on pouvait les reconnaître parce que généralement les peines étaient exécutées nues. Ça veut dire que la personne défilait nue. Généralement, toutes les peines autour de la sexualité et du couple, et des adultères, des trucs comme ça, c'était les peines où on foutait les gens à poil, et on les faisait courir dans la rue, et généralement c'était un truc genre en mode, leur partie génitale, on accroche une pierre, tu vois, et ils doivent courir avec une pierre accrochée à leur sexe, un truc comme ça. Ou alors, pour les nobles, il y avait des peines infamantes, mais elles étaient beaucoup plus light. Genre en mode, il y a un noble, pour montrer qu'il a fait quelque chose de pas bien, il doit se balader dans les rues de la ville en portant un chien. Le chien symbolisant le fait qu'il ait mal parlé à un de ses hommes ou qu'il ait été injuste avec quelqu'un de sa troupe, tu vois. Enfin, un truc comme ça, tu vois. D'où l'humiliation de Cersei. Mais qui est pas... L'humiliation de Cersei, c'est pas une humiliation qui existait vraiment au Moyen-Âge. C'est un truc propre à l'univers de fantasy. Mais effectivement, ça y ressemble. Il n'y a pas de shame, il n'y a pas exactement cette situation qui s'est passée. Mais ça ressemble aux peines infamantes liées à l'adultère, liées à l'imaginaire sexuel. Par exemple, cette semaine, le streamer connu sous le nom de Jean Portmanov est décédé en direct sur Kik. Cela faisait plusieurs mois que les internautes alertaient sur la maltraitance et les humiliations dont il était victime. Pas tout le monde qui alertait. Hein. Les extraits qui restent de lui et qui restent des humiliations qu'il a subies sont tout bonnement insoutenables. Et oui. Pourtant, on parle de l'une des plus grosses chaînes de streaming en France, avec des centaines de milliers d'abonnés et des dizaines de milliers de viewers. C'est énorme hein, quand même, on se rend pas compte. Hein. C'est comme si là, demain, tous les fans de Kameto se retrouvaient dans une contradiction. C'est qu'en fait, Kameto, c'était de l'immense merde et que tout le monde qui a sucé doit se le reprocher. Vous voyez, en termes de... Tu vois. Ce système peut fonctionner uniquement si le public adhère au jeu. En riant, en partageant ou simplement en regardant. Le spectateur devient un maillon central de cette forme d'humiliation moderne, à la fois complice et caution silencieuse d'un pouvoir. Mais après les gens, attendez. Parce que si on part du principe que la justice populaire se fait aussi par une situation de réputation et de comment dire, de processus d'humiliation et tout ça, vous avez conscience que en cas de révolution prolétaire en quelque sorte, ça risque de se passer énormément comme ça. Et vous allez trouver ça basé de fou. Donc en fait, est-ce que vous voulez vraiment critiquer cette logique jusqu'au bout? Quand votre rêve, c'est quand même de voir Bernard Arnault avec un bonnet d'âne se faire jeter du caca dessus dans les rues de Paris? Parce que c'est ce qui... Enfin, s'il y a vraiment une révolution en mode grand soir, c'est un peu ça l'idée, tu vois. C'est qu'en fait, il y a un truc de l'ordre du carnaval. C'est que le carnaval, pour reprendre un peu le truc de Vieux Man et tout, c'est l'inversion des valeurs. Le carnaval, c'est le dominé qui devient le dominant. Qui prend l'habit du dominant, qui le clown, qui le singe, et qui fait sa fête au dominé. Enfin, au dominant. Enfin, le carnaval, ça a toujours été faire des effigies de prêtres, faire des effigies de rois, les brûler, s'habiller en femme, rigoler, faire des zinzineries, se moquer des curés, se moquer des puissants. Au final, c'est ça, c'est un truc de réputation. C'est comme une fête de contre-pouvoir, en fait, le carnaval. Symbolique. Pouvoir symbolique soigneusement. Tu veux que la vie devienne un carnaval? Non, c'est plutôt que la vie est carnaval. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, le carnaval est une dimension propre à la vie. Enfin, en tout cas, la vie humaine. Comment expliquer le succès de cette télévision? Le chercheur Robert Stan parle quant à lui de psyché schizophrène du spectateur. Parce qu'en fait, on va s'identifier à la fois au candidat et à la fois à la caméra qui le filme. En tant que témoin protégé, au sens propre du terme, le spectateur va développer une sensation illusoire de pouvoir et de supériorité. Il regarde, juge, consomme sans jamais être exposé. Putain, d'ailleurs, hier, je discutais, on parlait de... C'est Mishima, le japonais là. Moi, je me suis jamais penché sur ce qu'il a écrit, mais apparemment, il a écrit un bouquin, parce qu'il écrivait beaucoup de bouquins, dont des romans de gare et tout ça. Et il y a un de ces bouquins qui est une idée qui est trop bien. Et aujourd'hui, pour écrire un scénario de SF, ça pourrait être une idée de fou, en mode dystopie et tout. En fait, c'est un bouquin où c'est un mec, il veut tellement mourir que, en fait, au lieu de se suicider, il met sa vie, en fait, il vend sa vie. Il fait une petite annonce pour vendre sa vie. Et en fait, du coup, il y a des gens qui le contactent et qui lui disent « Ok, on t'achète ta vie et tu vas devoir aller chercher de l'argent dans une transaction de mafieux. Et il y a de grandes chances que tu meurs parce que c'est une transaction où les gens, ils sont hyper vénères et ils veulent en découdre. » Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et en fait, tout le roman, le mec vend sa vie, il prend des risques de fou et puis en fait, il s'en sort quand même. Et donc, il revend sa vie, il refait une annonce et à nouveau, il est à nouveau dans une situation où on lui fait prendre un risque de fou et miraculeusement, il s'en sort. Mais je vous jure, ça, c'est tellement un truc dystopique en mode cyberpunk. Genre, tu fais un scénario sur quelqu'un qui tient tellement plus à la vie qu'il décide de vendre sa vie et en fait, il s'en sort tout le temps. Et du coup, à chaque fois, il prend des risques de fou. Enfin, c'est quoi le nom du livre? Bah, je sais pas, je l'ai pas lu. Mais apparemment, Mishima a écrit un truc comme ça.
culture de la surveillance mutuelle, où chacun intériorise le regard social comme une menace permanente, y compris en dehors de l'écran. Encore une fois, c'est particulièrement le cas pour le genre de la télé-réalité. En plus, à force de consommer ces mises en scène, le spectateur se familiarise avec la violence sociale, au point même de la banaliser ou de la percevoir comme une norme. Et ça, c'est la fascisation, mais c'est la fascisation à tous les étages. Hein. C'est pour ça que des fois, la agra sur les réseaux sociaux, sur Twitter, même de la part de gens de gauche ou qui se revendiquent très radicaux, bon, c'est une intégration fasciste aussi, un petit peu, du rapport à la violence. Mais bon, on en est tous là, on est tous fascisés, hein, ça y est, hein. On devient tous punitivistes. Hein. De plus, le fait même d'être simplement passé à la télévision revalorise symboliquement la personne humiliée. Même si elle est tournée en ridicule, elle est visible, et donc perçue comme légitime. Les restaurateurs de Cauchemar en cuisine accueillent Philippe Etchebest à bras ouverts malgré l'évidence. C'est la faute de la télé-réalité, genre? Ah, pas que, mais regarde, là, par exemple, l'exemple, c'est Cauchemar en cuisine. En fait, la vérité, c'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui bossent dans la restauration, et parce qu'ils ont regardé Cauchemar en cuisine, ils trouvent ça beaucoup plus normal de se faire parler comme des merdes par leur patron, ou alors les patrons de parler comme des merdes à leurs employés en cuisine. Tu sais, ça devient presque un truc en mode, oui bon, c'est ce monde-là du travail, tu vois. Ça crée des nouvelles une certaine tolérance à la violence au travail, tu vois. Enfin, donc à ce titre-là, il y a plein d'émissions qui décalent ton seuil de tolérance en matière de violence sociale, tu vois. Et en même temps, est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde avec des trigger warnings partout, avec des gens qui cherchent toujours à avoir le bon mot, le truc le moins oppressif et tout ça? En fait, il y a quand même un équilibre à trouver. C'est que on peut pas non plus faire des safe spaces partout et pour tout, tu vois. Et ça serait ne pas respecter la vie aussi d'une certaine manière. Donc voilà, mais après la question c'est pourquoi mettre en scène à ce point-là uniquement des situations d'humiliation et de dégradation? Il y a quand même autre chose à faire, quoi. Bon. Il faut que je vous raconte une histoire. C'est celle de Seb, un jeune comique en herbe, filmé avec son duo Sullivan pour l'émission Striptease. Ah oui, un des meilleurs épisodes de Striptease. Oh, il était trop bien cet épisode. En gros, c'est un duo comique qui veut percer. Ils rencontrent des comiques, ils vont faire des scènes ouvertes pour essayer d'intéresser des gens. Et en fait, ils sont nuls. Et de souvenir, lui, c'est plutôt un bon gars, il est cool. Mais lui, c'est le roi des pleureuses. Il est que là à se plaindre. Il parle du fait que sa copine est en train de le quitter. Il lui fait voir une vidéo de leurs souvenirs. Enfin, c'était trop bizarre. Diffusé sur France 3. Sur le papier, c'était une opportunité rare. Oui, c'est iconique du coup. À l'écran, c'était une humiliation publique. Striptease est une émission qui n'a pas de voix off et qui se veut suivre le quotidien de personnes un peu atypiques. Ouais, mais là, en fait, des fois, ça mettait en scène, pour reprendre l'expression, des cas sociaux. Genre vraiment. Et puis, je pense que c'est aussi pour ça que les gens regardaient. Mais très sincèrement, moi, j'ai plus souvent ressenti de la tendresse de voir la vie de ces gens que genre Docteur Lulu. Genre désolé, Docteur Lulu, genre c'est l'exemple typique du mec, genre c'est une humiliation. Mais Docteur Lulu, il est tellement attendrissant qu'il est devenu légendaire presque. On le voit rater une audition, pleurer le départ de son ex, et même être toxique avec elle. L'émission le ridiculise et le public s'en donne à cœur joie. Le replay sur YouTube cumule aujourd'hui plus d'1 million de vues et de nombreux streamers ont réagi en direct à cette émission, amenant le total à plusieurs millions. Depuis plusieurs années, Seb clame qu'en réalité, l'émission est une mise en scène et qu'il a été piégé. Donc la dame, la réalisatrice, elle semblait plutôt gentille. Le discours qu'elle nous a dit, surtout, vous faites comme d'habitude. C'est nous qui allons vous suivre. Puis on n'avait pas le nom de la chaîne, pas le nom de l'émission, c'était un reportage, on savait pas du tout. On a essayé, on a eu la réponse très tardivement. C'est un dîner de con, ouais. On n'avait jamais entendu parler de striptease. J'en ai parlé légèrement autour de moi. J'ai un ami qui m'a fait un red flag. On n'a pas cherché à regarder d'autres striptease parce que c'est un concept qui est assez vieux. Mais nous, on a juste tapé le nom de la réalisatrice. Je crois de mémoire qu'elle a réalisé 4 reportages et on en a regardé un qui était sur Dailymotion. J'ai montré ce reportage aux parents de Sullivan parce que c'était encore plus horrible que le traitement qu'on a eu. Donc ça donnait pas du tout envie de faire l'émission. La seule réaction, c'est que la mère de Sullivan a dit j'espère qu'elle fera pas la même chose avec vous. Même si on pouvait penser que la quête de visibilité pour un comique en herbe qui veut se faire connaître puisse être un facteur majeur, Seb le nie et explique surtout l'avoir fait pour son compère de l'époque. Mais très vite, il perd le contrôle de l'émission et se rend compte que oui, en fait, moi j'ai quand même une logique où, ok, ils se sont fait avoir par le comique et par Striptease et par la réalisatrice, mais ce qu'on voit à l'écran quand même... Bon, on a le droit d'en rire quand même un peu, enfin bref, c'est quand même cringe quoi. Non, c'était pas que Pierre Carl. Pierre Carl, il a fait des striptease, mais c'est pas Pierre Carl qui fait tous les striptease. En fait, c'est plusieurs réalisateurs qui participent.
En fait, striptease, c'est plus une manière de filmer, c'est un format en fait. Mais il y a plusieurs réalisateurs qui s'y mettent. Le producteur lui avait envoyé ma chaîne YouTube et je venais de réaliser 3 clips. Avec sa copine, mais là, wesh, mais ta copine, elle bouge pas là. C'est un mannequin, c'est mannequin challenge là. Elle m'a dit ah, c'est ta copine, ce serait intéressant qu'on la voie pour l'émission. Alors tout de suite, moi c'était non, parce qu'on sortait du cadre 2 humoristes qui se font connaître. Je dis mais c'est pas ma copine. Ah, c'est la réalisatrice qui a forcé. Ouais. Alors elle en a déduit que c'était mon En ex. même temps, tu lui as mis ça sous le nez quoi. Non, c'était juste une actrice déjà avec qui j'avais plus de contact depuis quelques mois. Quoi? C'est juste une actrice? Pourquoi tu l'embrasses sur toutes les vidéos alors? C'est encore plus un bébé? Alors je l'appelle, je lui propose une émission de télé, elle me dit non. Et la réalisatrice, elle a dit bah c'est très bien, si elle veut pas être filmée, il y a pas d'émission. Et elle se sent un peu obligée, et tout est comme ça. Tout est moyen de pression, donc c'est elle qui scénarise tout. Ouais, c'est pas clair, hein. Moi j'entends qu'il a pu se faire avoir et il a pu se faire manipuler, mais bon. En fait, toutes les séquences, ce sont des plans de fiction. Pour ceux qui s'imaginent, enfin qui sont persuadés que c'est réel, déjà j'ai plus de contact avec cette fille, le tournage dure des heures. Je peux pas dire combien, on a perdu la notion du temps, on était affamés, on n'a pas le droit de manger. Elle me confisque mon portable, on est dans un bar, elle me dit tu lâches pas le morceau, hein, tu l'as reconquéri, parce que nous, tu sais que si on n'a pas ce qu'on veut, on s'en va. Et ça, je veux bien le croire quand même, hein. Il mytho. Je sais pas quoi en penser, vous en pensez quoi vous? Mytho ou pas? Après, vous pensez vraiment que 20 ans plus tard, il aurait envie de mytho à ce point-là? Alors, est-ce qu'il a encore des raisons de mytho, tu vois? j'ai oublié de dire le plus important, je suis un petit peu en dépression à ce moment-là, ça se voit sur... Oui, ça se voit. Et c'était un calvaire d'être avec cette dame qui faisait de nous ce qu'elle voulait, pardon. Et pour ne rien arranger, le producteur, c'était Pierre. Mais lui, même sans les caméras, c'était un supplice. Parce qu'il était un peu trop tactile. Parce que pareil, nous on était là pour le côté artistique. Et lui, pas vraiment. Fais-moi un bisou. Bon. Ouais, oui, c'est vrai que c'est bizarre. Moi, les témoignages que j'ai, des émissions comme Tellement Vrai ou je ne sais plus parce qu'elles n'existent plus, c'est on fait passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Et c'est tout le temps comme ça parce qu'on cherche une image pour illustrer un propos. Et on va pas en démordre, même si on vous dit bah non, on n'est pas comme ça. Oui, mais là, il me faut ce plan parce que... Après, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus de striptease aujourd'hui. C'est qu'en fait, les gens qui voudraient faire du striptease seraient confrontés au fait qu'en fait, ça puerait la merde si tu ne mettais pas un coup de pression pour avoir certaines images. Moi, je le crois là-dessus. C'est aussi pour ça qu'il n'y a plus ces formats-là, quoi. En fait, les réalisateurs de bonne foi sont mis face au fait qu'en fait, c'est guesse de fou quand tu te contentes juste de te taire et de filmer quelqu'un. Et que si ça tombe, la plupart des bons striptease, c'est parce que derrière, il y avait un réalisateur qui foutait la pression, quoi. Pour Seb, c'est donc clair, son émission est fake. Il explique également que le retard à l'audition qui a lieu à la fin du reportage et qui est l'humiliation finale est en réalité orchestré par la réalisatrice car ils avaient prévenu qu'ils ne pourraient pas être à l'heure. Chose qu'on aperçoit d'ailleurs dans le reportage puisque le père de Sullivan, le compère de Seb, le justifie. Mais mon grand, on est là depuis 14 heures. On nous a dit 16 heures. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait attention à ce détail. Mais ça, j'y crois par contre. Deux choses me semblent indéniables. Tout d'abord, l'expérience qu'il raconte n'est pas unique. Dans les commentaires de la vidéo réaction d'un créatif, désormais eux, j'ai pu trouver un internaute qui affirme avoir vu une ancienne participante d'une émission par la même réalisatrice se plaindre des manipulations pour faire passer son père pour un fou. Mais c'est une dinguerie parce que pour Dr Lulu, moi j'ai déjà vu des réactions, mais là c'est notamment sous le clip de Zuku Meizi où il y a un membre de la famille de Dr Lulu qui a écrit en mode « Merci Zuku, ton son il tue, c'est trop bien, et paix à son âme, mais mon oncle, enfin je crois que c'est son oncle ou un truc comme ça, il est mort à telle date, il aurait été trop heureux de voir ça. » Bref, comme quoi ça se passe pas toujours mal. Non, c'est pas tout striptease en particulier, je pense pas, non. Je pense c'est... Non, je pense c'est... Ça dépend des réalisateurs. Pierre Carl, à mon avis, c'est pas ses méthodes. Il a pas besoin de faire ça, Pierre Carl. Il va voir des entreprises, il va voir des journalistes et il a déjà son contenu. Rémi Gaillard avait par exemple piégé Confession Intime, diffusée à l'époque sur TF1, et avait dévoilé que la réalisatrice de Confession Intime n'hésitait pas à arranger les situations selon son narratif. C'est vrai que je me rappelle qu'il a fait ça, Rémi Gaillard, mais je me rappelle que ça avait floppé, mec. C'était un peu l'époque où il avait plus de buzz. On va arrêter, je vais changer, je vais refaire la même chose. Pire, pendant la séquence où Aurélien téléphone à Rémi Gaillard, il semblerait que ce soit en réalité la journaliste au bout du fil. Confession Intime, pour moi, ils sont venus 3 week-ends et ils m'ont gâché 10 ans de ma vie. Alors le sujet était que je faisais la star et que je maltraitais mes cousines. Il y avait un caméraman devant, une dame qui tenait un micro derrière et une dame qui me disait ce que je devais dire. Bon là, on va faire une scène, tes cousines sont dehors, bon, tu les insultes, hein, et tu les insultes bien. J'ai signé, une fois que j'ai signé, vas-y, dis-leur de faire à manger. Et que je leur disais non, et ils me disaient ben non, mais t'as signé maintenant. Et j'étais piégé. La posture d'autorité, c'est très fort. Bah ouais, très souvent on parle de la blouse blanche pour les médecins et le rapport d'autorité, mais je pense que un réalisateur avec une caméra, c'est encore plus puissant qu'un médecin. Hein. Mais nous, ça nous a achevés parce qu'il y a la diffusion, il y a la répercussion de la diffusion. Bah, je me demande quelles conséquences ça a eu sur leur parcours et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite, quoi. Est-ce qu'ils ont tout abandonné en mode ça y est, c'est fini? Ce qui a été fatal,
c'est le réupload internet. Tu signes un contrat et si tu ne respectes pas les clauses, on t'emmène au tribunal et comme on est un grand groupe, on va te mettre à terre. Ouais, mais en fait, à mon avis, c'est surtout que les clauses sont floues. Donc en fait, si t'as un bon avocat, tu peux te défendre. C'est juste que c'est la peur de finir au tribunal qui fait que tu vas pas y aller. Mais à mon avis, tu peux largement te défendre. Quand t'as une clause floue qui est tu dois suivre les ordres du réalisateur qui sait mieux mettre en scène que toi et donc écoute-le, ça veut pas dire qu'il doit te demander de faire des scènes complètement fictives. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux gagner un procès là-dessus. Tu peux gagner un procès, voire même tu peux les faire chier parce qu'ils vont être obligés de rendre encore plus précis leur contrat à l'avenir. Donc ils n'ont pas envie de finir en procès. Mais par contre, la menace des procès leur permet de se défendre et que ça n'arrive pas en fait. Dans son Ouais. ouvrage Shame in Context, Suzanne B. Miller distingue l'humiliation de la honte. La honte est une introspection, c'est un jugement porté sur soi-même, tandis que l'humiliation, elle, Oui, c'est un choc social. est imposée de l'extérieur, le plus souvent par une personne en position de supériorité. L'humiliation est donc toujours un acte de domination, une façon de désactiver le pouvoir de l'autre, de l'inférioriser, de l'isoler. Elle constitue une technique émotionnellement destructrice, mais aussi redoutablement efficace comme outil de contrôle social. Ouais, mais moi je me pose vraiment des questions sur est-ce que c'est nouveau? Non, pour moi il y a vraiment un truc de tout temps. De tout temps, il y a eu ça, quoi. Les animateurs détiennent une autorité symbolique, accentuée par la mise en scène, le montage, et l'asymétrie entre celui qui questionne et celui qui est exposé. C'est ce fameux moment où Thierry Ardisson rappelle à Squeezie que ce n'est qu'un geek avec une communauté d'illettrés. Ouais, c'était dur. Et vous savez pourquoi c'était dur? Parce que Squeezie sortait d'un blanchiment dentaire et ça se voyait où il faisait que des sourires hypocrites avec des dents beaucoup trop blanches. Et ça rajoute au cringe, je trouve. Mais je trouve qu'il s'en est bien sorti quand même, Squeezie. Il s'est bien vengé quand même, faut le dire. Et après, désolé, c'était quand même à l'époque où il avait écrit son livre de merde pour les enfants. C'était quand même pas très ambitieux, quoi. Faut le dire. En fait, il y avait des raisons de se moquer un peu de lui, mais pas à ce point-là, le pauvre. En fait, c'était vraiment de la détestation d'Internet, quoi, pure et simple. Et il prenait pour tout le monde, quoi. De la même manière que Vald a pris de la détestation des rappeurs. Ardisson, des fois, il était dans des vendettas de trop du cul, quoi. Et ces programmes, pourtant qualifiés de réalité par les producteurs, n'ont de réel que le nom. Il ne s'agit jamais de documenter la vie quotidienne. L'humiliation a été banalisée, j'ai l'impression qu'elle l'est encore plus aujourd'hui. Bah, elle est télévisée, elle est numérisée, elle est accessible à beaucoup plus de gens qu'avant, quoi. Donc oui. Mais en fait, attendez, parce que ça crée quand même un rapport. C'est que quand l'humiliation va trop loin, vu que tout le monde est interconnecté et tout le monde peut donner son avis, en fait, ce qui va trop loin est jugé. C'est quand même, en contrepartie, la critique de cette humiliation est beaucoup plus forte que si elle était dans des contextes très reculés, dans des villages où personne ne saurait ce qui s'est passé. On n'a plus des affaires rénaux, quoi. On n'a plus des mangez-le si vous voulez. On n'a plus de situation où d'un coup, comme ça, quelqu'un se fait aggras par une foule et personne n'est jamais au courant. L'effet d'Internet, c'est à la fois de créer une population de consommateurs de ce genre de contenu, mais à la fois de créer une population de gens critiques de ce type de contenu. Ça crée des rapports de force. Donc c'est à la fois bien, à la fois pas bien. Enfin bref, mais c'est même pas une question de bien ou de mal, tu vois, c'est une question de rapport de force plus qu'autre chose. À l'image, à son sens, à ce qu'on en fait. Toutefois, certains signes témoignent d'un glissement progressif vers une télévision plus bienveillante, notamment en France. Je pense notamment à l'émission Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollard. Le principe reste le même, à savoir un talk avec des individus qui viennent raconter leurs problèmes et que le spectateur peut juger. Mais le ton y est beaucoup plus humain. Pour la Il y a certaines de ces émissions, en fait, moi à l'époque où je me documentais beaucoup sur la transidentité, je peux vous dire que ce genre d'émission à ses débuts, quand les personnes trans et tout, c'était un truc trop bizarre, trop monstrueux. Oh, les émissions, c'était vraiment de la gras aussi. L'humiliation télévisée n'est pas un dérapage, c'est un système, un mécanisme huilé. Pensé pour capter notre attention, flatter nos instincts les plus ambivalents et surtout nous faire croire qu'on n'y participe jamais vraiment. Le public regarde, commande, s'identifie, mais reste toujours à sa place. Et tant que cette place existera, le système n'aura aucune raison de changer. Merci énormément à Seb d'avoir accepté de témoigner pour cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Adam Bros. Ciao. Les gens, j'espère que ça vous a plu. Mais en tout cas, son épisode là, il était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent que ce qu'on a l'habitude avec lui. En fait, j'ai un peu un truc de... Ce mec continue à m'énerver en mode on dirait que ses scripts c'est du chat GPT pur et simple. Que des fois il comprend pas des concepts et il dit un peu de la merde parce qu'il veut être tautologue. Mais là cet épisode il m'a un peu rassuré. Je sais pas, il y a aussi une dynamique où il s'améliore. Je sais pas comment expliquer. C'est d'être pour moi aussi, putain, j'ai mal au cœur. Pas tous les striptease piqués. Mais non, c'est pas tous les striptease. Oh là là, t'inquiète. C'est certains réalisateurs. Bon allez les gens, à plus et bisous. Au revoir.